La recherche médicale, la production de connaissances sur les maladies et leurs remèdes, n'est pas du ressort des médecins, mais des biologistes. Les chercheurs qui étudient ces sujets sont parfois médecins, mais le plus souvent, ils sont diplômés en biologie moléculaire, virologie, immunologie, génétique, physiologie, protéomique, endocrinologie, etc. Et ils travaillent dans des centres de recherche, souvent en lien avec des centres médicaux pour avoir accès au matériel biologique nécessaire à leurs travaux et aux malades pour tester des thérapies qu'ils mettent au point en collaboration avec les médecins. Nous sommes à l'Institut des biothérapies à Évry, où travaillent plus de 500 chercheurs. Et nous allons nous intéresser aux maladies dites rares. Il existe plus de 7000 maladies rares décrites à ce jour. Plus de 80% ont une origine génétique. Ces maladies sont rares, mais les malades ne le sont pas. On estime que 4 à 6% de la population est touchée par l'une de ces maladies, ce qui fait plusieurs millions rien qu'en France, avec 30 000 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans. Qu'est-ce que c'est? Que sait-on à leur sujet? Peut-on les soigner? Et si oui, comment? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons rencontrer Serge Braun, directeur de l'AFM Téléthon, et Anselme Perrier, directeur de l'équipe qui travaille sur les maladies neurodégénératives. En 1987, à l'époque, on ne connaissait pratiquement rien des maladies rares. Et dans le domaine des maladies neuromusculaires, à elles seules, c'est plusieurs centaines de maladies différentes, celles qui touchent les muscles et le système nerveux, les neurones de la moelle épinière. Eh bien, on ne connaissait qu'un seul gène, il venait d'être découvert en 1987, c'était le gène de la myopathie de Duchenne, maladie emblématique du Téléthon. Et donc l'époque, c'était un désert scientifique et médical. En 30 ans, c'est 15 ans d'espérance de vie de gagner pour les maladies neuromusculaires du fait d'une meilleure prise en charge et des traitements dont certains sont des traitements aujourd'hui reconnus par les autorités de santé, remboursés par les autorités de santé, pour des maladies qui, jusqu'à présent, n'avaient aucune possibilité de traitement. L'explosion technologique, c'est vraiment les capacités de séquençage, ce qui fait qu'on peut non seulement identifier les gènes responsables des maladies génétiques, et éventuellement des marqueurs génétiques qui corrèlent avec des aggravations ou des atténuations de l'effet de la mutation principale. Donc ça complexifie encore plus, puisque pour une même mutation, on va avoir des patients qui vont déclencher la maladie plus tôt ou qui vont avoir une maladie plus sévère. Donc ça devient c'est les subtilités de la génétique où il y a une accumulation de combinaisons d'une mutation causale principale plus des variants qui sont pas eux-mêmes causales de mutation mais qui influencent la gravité de la mutation. Et puis les dernières évolutions, c'est vraiment de commencer à pouvoir éditer le génome plus facilement, beaucoup plus facilement. Et donc ça commence à venir, les technologies d'endonucléase, CRISPR, CRISPR-Cas9, etc. Où là, ce qui avant était faisable, mais de manière très laborieuse et très longue et tellement peu efficace que c'était vraiment pour certains aspects de la recherche, ça devient quelque chose où on se dit, mais en fait, si c'est si efficace que ça, on va directement intervenir chez les patients pour traiter certains organes à défaut du patient en entier. Dans les années 90, la génétique est une science qui travaille lentement. Il faut des mois pour isoler un gène, et le Généthon contribue massivement à établir les cartes du génome. On a ainsi décuplé la vitesse de découverte des gènes impliqués dans des maladies. Ces cartes ont été des outils cruciaux pour aboutir en 2001 au séquençage complet du génome humain. Ce séquençage permet d'accélérer considérablement le travail de recherche sur le lien entre séquence ADN et apparition de maladies. L'AFM Téléthon ne finance pas seulement des laboratoires à la pointe de la recherche, mais elle possède également l'un des plus importants centres de production de médicaments de thérapie génique pour les essais cliniques, Hyposchésie. On a aujourd'hui des traitements qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire qui sont reconnus par les autorités de santé. Ce sont des molécules qui ont la capacité de faire fonctionner des gènes
en dépit de leurs défauts génétiques. Ces molécules, on les appelle des antisens, aujourd'hui permettent de traiter certaines formes de myopathie de Duchenne, une myopathie mortelle, et la myotrophie spinale infantile, une maladie de la moelle épinière qui elle-même est mortelle aussi dans la moitié des cas. Et cette nouvelle forme de médicaments, les antisens, sont en train d'être développés également pour tout un ensemble de maladies génétiques et non génétiques. La thérapie génique, souvent, c'est de dire on va essayer de corriger dans le génome le gène mutant, et c'est là où on peut avoir différentes variantes. Soit on va réécrire le gène, soit on va donner un autre gène qui remplace, comme celui-là, le premier gène est déficient, on va en donner un autre qui remplace celui qui était manquant. Et donc là, il y a différentes technologies, et c'est pour ça qu'on parle parfois de thérapie génique, de chirurgie du gène, etc. Ça regroupe un ensemble de technologies qui permet de soit transférer des nouveaux gènes, soit des gènes corrigés, soit de réécrire les gènes dans tout ou partie des cellules du patient. Généralement, c'est une partie des cellules, puisque sur un adulte, c'est pas envisagé de changer le génome de toutes les cellules de l'individu. Par contre, si vous avez une maladie musculaire, ça peut être envisagé de traiter un muscle. Si vous avez une maladie du cerveau, ça peut être envisageable de traiter un certain nombre de cellules dans le cerveau. Par contre. Et comment ces recherches sont décidées? Eh bien, nous appuyons sur un conseil scientifique qui est un conseil scientifique indépendant. Nous avons un panel de 6000 experts dans le monde. En fonction de leur expertise, on peut faire appel à eux pour évaluer les programmes de recherche qui nous sont proposés ou que nous-mêmes on aurait envie de mener. Et ce conseil scientifique, qui est restreint à une centaine de membres, à un peu moins de 100 membres aujourd'hui, mais avec un panel d'experts par ailleurs en appui, eh bien, il évalue tous les projets, du plus petit au plus gros. Il les évalue en amont, il les évalue pendant et après. Et il émet un avis, et ensuite les administrateurs de l'AFM décident de financer ou pas en fonction de cet avis. Je dirais qu'à 99%, les avis sont suivis. Et les administrateurs de l'AFM Téléthon, ce sont des malades et des parents de malades. Ce n'est pas des gens du showbiz, ce n'est pas des businessmen, ce n'est pas des chercheurs, sauf si à la limite ils sont eux-mêmes concernés par la maladie, on a un exemple, mais ce sont d'abord des malades et des parents de malades. Vous travaillez sur des cellules souches humaines? Oui. Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce que vous vous sentez empêché de travailler? Alors en fait, moi, personnellement, même j'ai vu un peu tout le spectre d'empêchement. Donc il y a eu, moi quand j'étais jeune chercheur en thèse et que je suis parti en postdoc, je suis allé travailler sur les cellules souches embryonnaires humaines à l'époque aux États-Unis. C'était simplement interdit de le faire en France. Donc le frein était frein à main absolu, rien ne bouge. Donc j'ai appris à utiliser des cellules à un moment où en France de toute façon c'était même pas faisable. Et quand je suis revenu pour collaborer avec Marc Pechansky qui a mis en place le labo, la première chose qu'on a faite c'est pas de faire des manips, c'est simplement de faire les paperasses, parce que la loi de bioéthique de 2004 commençait à autoriser, c'était interdit, mais sous licence c'était autorisé, etc. Donc c'était les premiers travaux, c'était des paperasses pour importer des lignées et commencer à avoir l'autorisation à travailler. Après, il y a eu vraiment plusieurs révisions de loi de bioéthique, et dernièrement, la dernière mouture de 2013, il y a une autorisation qui est faite de travail sur les cellules souches embryonnaires, sous contrôle d'une agence réglementaire qui, comme toute agence réglementaire, exige que la loi soit respectée, comme la loi précise certains critères d'intérêt, de but médical, etc., d'absence d'alternative. Et donc on doit, nous, pour avoir accès aux cellules souches embryonnaires humaines, justifier de tout ça, ce qui nous permet d'avoir des autorisations tous les 5 ans. Il y a des rapports tous les 4-5 ans, il y a des rapports à faire. Donc ça prend du temps par rapport à d'autres types d'études où on a beaucoup moins de paperasse, ça prend du temps, et malheureusement le temps de l'argent. Tout ce que je fais à faire un rapport pour une agence réglementaire, je ne le ferai pas à faire la recherche, mais bon, la société veut qu'il y ait un contrôle sur l'embryon et ses dérivés, donc on accepte, on n'a pas d'avis. Pas de jugement là-dessus. On a un jugement, mais ça ne change rien, on applique la loi, point final. Ça nous ralentit, ça nous force à nous replier sur les voies de remplacement qui sont les IPS. Ça fait que sur des collaborations, par exemple une collaboration nationale, ça va être plus facile qu'une internationale, parce que là on va passer la frontière, donc il faut une autorisation supplémentaire, etc. Donc
il y a des contraintes qui font qu'on est obligé parfois de jongler entre faire une manip plutôt qu'une autre. Et la société et le politique, par rapport à ces questions-là, ça se passe mieux? Candidement, moi je vais dire que la société, nous chercheurs, on n'a pas accès à la société. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui manifeste devant le labo en disant je suis Ça contre. pourrait arriver. Dans le passé, ça a été étendu au niveau du Téléthon, par exemple. Là, pour l'instant, c'est plutôt calme. La loi a été modifiée. Avant, on avait une interdiction avec dérogation, ce qui était un peu bizarre parce que c'était interdit par principe et autorisé par dérogation. Et alors que maintenant, on est plus en autorisation sous contrainte réglementaire d'une agence, qui est l'agence de la biomédecine, qui est plus logique comme travail. Donc c'est comme quand vous êtes producteur d'une voiture, vous avez le droit de produire une voiture, mais vous devez la faire homologuer, vous devez faire un certain nombre de choses. Bon, bah là, le vrai nerf de la guerre pour la recherche, c'est l'argent, c'est pas les contraintes réglementaires. On continue de découvrir des maladies rares et leurs causes génétiques grâce aux progrès techniques spectaculaires réalisés ces 25 dernières années. La médecine actuelle est bourrée de défauts, mais des gens dévoués et compétents testent aujourd'hui les thérapies qui, demain, répareront nos corps. L'eugénisme, en fait, c'est du fantasme. Ici, on parle de maladies mortelles contre lesquelles on veut se prémunir. On ne parle pas de sélectionner des populations ou des personnes sur la base de fonctions particulières de type taille, intelligence, couleur des yeux ou des cheveux. Ça relève du fantasme. L'eugénisme est évidemment quelque chose qui n'est pas autorisé, qui est complètement interdit. En revanche, se prémunir contre telle ou telle maladie, c'est un devoir. Le biologiste n'est pas toujours le méchant qui va tout faire pour faire le mal, etc. On est père de famille, mère de famille, etc. On est en contact plus ou moins poussé avec des patients et on veut améliorer la connaissance et trouver des traitements pour ces gens-là, pour ces enfants, pour ces adultes qui ont des maladies. Et donc, nous, c'est aussi notre travail, hein, on en vit, mais on n'est pas là on n'est pas spécialement bien payé, on n'est pas spécialement dans un cadre difficile, mais pas forcément facile. Donc il faut donner le crédit aux chercheurs pour les laisser travailler correctement. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un environnement de création de savoir qui ne peut être que bénéfique pour les gens, pour la société, pour le pays. Et donc c'est rentable, même humainement, pour la société de nous aider à continuer. Certes, nos recherches coûtent cher, mais ça ne peut être que bénéfique. Nous avons besoin que les jeunes d'aujourd'hui, les garçons et les filles, se rendent compte qu'ils peuvent faire de grandes choses, que la science, c'est important. Pour ça, il faut qu'ils puissent espérer avoir un travail dans le domaine, et cela dépend notamment des budgets alloués à la recherche. Les chercheurs français produisent une recherche de qualité exceptionnelle, pour des budgets pas toujours à la hauteur. Si dans 30 ans, nous nous trouvons dans des situations sans issue en termes de santé, d'environnement ou d'énergie par exemple, c'est vers aujourd'hui que l'on se tournera pour blâmer des mauvaises décisions budgétaires qui forcent les chercheurs à passer trop de temps à des tâches administratives plutôt qu'à faire de la recherche. Mais si dans ce futur pas si lointain, on a la chance de voir émerger des solutions, on saura que c'est grâce aux bonnes décisions qu'il nous reste à prendre aujourd'hui. Chers élus de la République et concitoyens, demain sera ce qu'ensemble nous en ferons.